Bonjour, c'est Caroline Chavreau. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui, t'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 40. Déjà 40, vous le savez, moi, à chaque épisode, à chaque dizaine, j'aime recevoir un invité qui se démarque. Tous mes invités sont exceptionnels, mais quand c'est des chiffrons, quand c'est le 30e, c'était Joe Grant, quand c'était le 20e, c'était Hélène Dumais. Aujourd'hui, pour le 40, j'ai le bonheur, mais surtout l'honneur de recevoir Caroline Chavreau. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est rien, c'est un plaisir. En fait, Caroline, tu es une athlète franco-suisse de trail. On aura l'occasion de parler de ton palmarès exceptionnel. Là, je ne veux pas te gêner d'entrée de jeu comme ça, mais je tiens simplement à dire en ouverture que tu es la 3e personne de l'histoire à avoir remporté et l'UTMB et la Hard Rock derrière Chris Hemel et Kilian Jornet. Fait que c'est quand même quelque chose de particulier. Puis mes auditeurs connaissent bien la Hard Rock, connaissent bien l'UTMB. C'est des courses mythiques. Puis tu fais partie de ce trio qui a remporté ces 2 courses-là. Donc, je ne savais pas, mais... Ah ben voilà, je te l'apprends. Donc, c'est ça, je le disais, tu es une athlète franco-suisse. Où es-tu présentement? Je suis vers Annecy. Je suis chez moi, dans ma maison, dans un petit hameau, pas loin de Annecy. Donc, pour les Québécois, c'est loin. Annecy, c'est vers Genève, entre la France et la Suisse. Exact. Je suppose que tu as un panorama qui fait rêver. Si je regarde par ma fenêtre, moi, il n'y a pas de montagne. Je suppose que toi, à Annecy, tu as une Oui, belle moi, il y a vue des sur la montagnes. nature. Bon, là, ça commence à se couvrir un peu, mais oui, il y a de la montagne, ouais. Bon, ben, c'est le fun. Ben, merci beaucoup d'être là. Moi, en ouverture, je le dis toujours, j'ai ma bière de la microbrasserie Emporium, donc mon partenaire. Les gens de Québec connaissent bien l'Emporium. Donc, c'est une plumage nuptiale, une double Oat Cream IPA. Puis, je pense que c'est rendu ma bière préférée. Donc, merci à la gang de l'Emporium. Pour vrai, elle est excellente. Fait que cheers à toi, Caroline. Merci d'être là. À votre santé, ouais. Moi, je sors de table, c'est le soir chez moi. C'est ça. Écoute, on est en décalage horaire et tout. Donc, il est quoi, 20 heures en France? Ouais, un peu plus de 20 heures, ouais. Cool. Donc, en faisant mes recherches, j'ai découvert que Caroline Chavreau, l'ultra-traileuse, d'abord était une athlète de kayak. Parle-moi un peu de ton parcours sportif du kayak jusqu'aux ultras. C'est un parcours qui est assez atypique. Puis, bref, j'ai des questions que je vais vouloir te poser, mais présente-moi ton parcours sportif. Oui, et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a un lien avec le Québec. Oh! En fait, quand j'étais petite, ma sœur, qui avait 7 ans de plus que moi, a fait du kayak. Et comme je voulais tout faire comme ma sœur, eh bien, j'ai aussi commencé le kayak. Et puis, j'avais un peu l'esprit de compétition. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé vers 12 ans. Et puis, quand j'ai eu 16 ans, j'ai été en équipe suisse pour les championnats du monde junior. Et puis, j'ai fait 3 saisons en junior. Après, en senior, j'étais en équipe nationale suisse. Donc, j'ai pas mal voyagé. Et notamment, à un moment, j'ai eu un entraîneur qui entraînait une équipe de Québécois. Il y en avait même un qui venait des territoires du Nord-Ouest et j'avais du mal à comprendre son français. Il avait un accent très prononcé. Et les autres venaient tous de la région de Montréal. Et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps avec eux à m'entraîner. Et d'ailleurs, je suis allée aussi au Québec à cette occasion. C'est très beau. Et c'est vrai que j'aimerais bien y retourner. Toute cette grande, il y a plus de place que chez nous. Il y a une belle nature sauvage qu'on a peut-être moins chez nous. Hein. Et donc voilà, je salue le Québec à la même occasion, la belle province. Ben oui. Et bref, ouais, j'ai fait beaucoup de kayak, mais à un moment, le sport s'est professionnalisé. En fait, au début, j'ai eu des bons résultats.
Et puis après, d'un coup, le niveau est monté parce qu'il y a de plus en plus de gens qui faisaient ça à titre professionnel. Et moi, j'avais envie de faire mes études en même temps. Et mes parents, quoi, à l'époque, je dépendais de mes parents financièrement. Il n'était pas question de me payer une année sabbatique pour aller m'entraîner en Australie ou ailleurs. Et donc, finalement, j'ai commencé à comprendre que j'avais atteint mes limites. Et puis, en plus, c'était un sport très court, très explosif, des efforts de 2 minutes à peu près. Et je crois que physiologiquement, j'étais pas faite pour ça. J'étais plus faite pour les efforts longs. Et donc, bref, j'ai arrêté quand j'avais 22 ans. Et puis après, j'ai décidé de commencer à grimper, en fait. C'est aussi un sport dont j'avais toujours rêvé. J'avais toujours rêvé de grimper, mais quand j'étais petite, il n'y avait pas de club d'escalade. Mais là, je me suis trouvé des copains. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vraiment été mordue d'escalade. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Et puis, jusqu'à on veuille avoir un enfant, finalement, j'ai beaucoup grimpé, mais pas en compétition, seulement en falaise. D'ailleurs, pour moi, la compète, c'était quelque chose de jeune, en fait. Et j'imaginais pas tomber un jour, pouvoir un jour faire de la compète plus tard, en fait, à un âge plus avancé. Et puis, bref, j'ai eu 3 enfants assez coup sur coup. Et puis là, ben, j'étais une mère un peu fusionnelle, donc je me suis beaucoup occupée d'eux. Et en même temps, j'ai commencé à me sentir un peu frustrée de ne pas pouvoir faire du sport. J'avais des copines qui étaient sportives, qui couraient, qui faisaient de la rando. Et puis moi, j'avais l'impression de m'empâter, de ne pas faire grand-chose. Et je me suis dit, bon, quand j'aurai le troisième, voilà, quand j'aurai accouché, je me remettrai au sport. Et j'ai essayé de réfléchir à ce que je pourrais faire parce que pendant pas mal d'années, j'avais fait du yoga aussi. Et là, je m'étais dit, non, mais ça va être trop compliqué avec un bébé d'aller prendre des cours de yoga. C'est des horaires fixes, c'est contraignant. Donc, la course à pied, finalement, je peux faire ça à côté de la maison. Et c'est gratuit. Et en plus, je peux partir 1 heure et revenir et m'occuper de mon enfant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Mais là, j'étais beaucoup plus âgée, en fait. J'ai accouché du troisième, j'avais bientôt 35 ans, quoi. J'avais 35 ans, en fait. Et là, j'ai commencé à courir à 35 ans. Alors, j'avais déjà couru avant, un peu comme ça, des joggings, juste pour m'entretenir. Mais je m'étais jamais entraînée à la course à pied. Je savais pas comment courir. Je connaissais rien. Donc, je me suis acheté un livre, celui de Paula Radcliffe, qui était une grande championne de marathon. Et puis, j'ai lu ce livre, puis après, j'ai lu d'autres livres sur l'entraînement. Et puis, je me suis dit, ah, mais finalement, les principes de base, ça ressemble un peu à ce que j'avais connu en kayak. Et si j'essayais de progresser, en fait. Et en fait, pendant que j'étais enceinte, donc là, j'avais pas encore commencé à courir, mais il se trouve que par hasard, on se baladait au Salève et on avait croisé une course. Il y avait des trailers qui nous avaient doublé à fond la caisse dans une descente. Et j'avais notamment vu une fille, celle qui était en tête, descendre très vite un passage technique et ça m'avait beaucoup plu et beaucoup impressionné. Et dans un petit coin de ma tête, je pense, je m'étais déjà dit, j'aimerais bien, ça me plairait de faire ça. Mais donc, je me suis inscrite après, quand j'ai accouché de mon fils, donc c'était en novembre. J'ai commencé à courir en janvier et j'ai dit, tiens, je me suis rappelée de ce trail et j'ai dit, allez, je vais m'inscrire. Et c'est comme ça qu'en mai 2012, j'ai commencé à faire un trail qui était le trail du Salève et j'ai trouvé ça dur en fait, mais en même temps, ça m'a beaucoup plu et voilà, c'est comme ça que tout est parti. Tu as eu la piqûre à ce moment-là. Ouais, Je le ouais, disais c'était. tantôt. Excuse, vas-y. Non, non, vas-y. Non, je le disais tantôt, tu as un parcours atypique parce que souvent, les grands champions, les grandes championnes de trail ont un passé de. Tu sais, souvent aux États-Unis, on voit des gens qui ont fait du cross-country à l'université, ultra Ouais, c'est performants, ça. l'université, les divisions 1 et tout ça. Ensuite, bon, ils se mettent à faire du marathon ou de la courte distance, ils progressent, mais c'est dans la vingtaine que ça se passe, cette progression-là. Toi, tu as vraiment le parcours opposé ou, comme tu dis, tu t'y es mis Ouais, à 35 ans. Puis, là, mai 2012, tu parles de ce premier trail-là, mais tu sais, je regarde, j'ai devant moi ton palmarès, puis août 2013, tu gagnais la CCC. Fait que, tu sais, on parle d'une progression hyper ouais. rapide entre ce premier trail-là puis cette espèce d'explosion où tu as fait successivement beaucoup, beaucoup de courses. Oui, alors c'est vrai que c'est. J'avais jamais. En fait, je pense que physiologiquement, j'étais assez douée pour les sports de fond, mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que j'en avais jamais fait. Parce que l'escalade aussi, bon, c'est pas vraiment un sport d'endurance, quoi. C'est plus de la technique et puis de la force pure. Et bon, j'avais fait un peu d'alpinisme, donc là, on avait déjà fait,
J'avais déjà, des fois en alpinisme, je fais des très longues courses qui duraient 10-12 heures, mais c'est de l'alpinisme, donc on passe aussi beaucoup de temps à attendre. On ne fait pas que faire de l'effort, en fait. Ça peut être violent, mais c'est quand même pas comme un ultra. Et bref, j'avais pas ces bases de coureuse. Et donc, je me voyais pas comme une bonne coureuse. Enfin, j'étais pas une bonne coureuse d'ailleurs, mais je pense que c'était pas. J'ai jamais imaginé de devenir forte en fait. Et d'ailleurs, mes premières courses, ce qui était assez génial, c'est que finalement, quel que soit le résultat, j'étais contente en fait, puisque je m'attendais à rien. Eh bien, j'étais contente toujours de moi en fait. J'étais contente d'être arrivée au bout. Alors, et puis, effectivement, donc en 2012, j'ai découvert plusieurs courses, et notamment celle qui m'a le plus fait d'effet, c'était le Trail des Aiguilles Rouges vers Chamonix, et qui était mon premier 50 km. Mais j'avais déjà fait, ma première course, c'était un 38 km, mais là, c'était un 50 avec 4000 mètres de dénivelé, donc c'était vraiment une autre durée. J'avais mis 8h30, et pour moi, j'avais vécu comme une aventure, en fait, une petite aventure, et ça m'avait beaucoup plu. Et là, je m'étais dit, ça serait chouette de faire encore plus long, en fait. Et donc, j'ai décidé de m'entraîner sérieusement. Donc, je me suis entraînée sérieusement en hiver. Et après, je me suis présentée au tirage au sort pour la CCC. Mais c'était déjà un tirage au sort, bon, moins sélectif que maintenant. Je crois que maintenant, je ne sais plus quels sont les pourcentages d'être pris, mais c'est assez faible. Ouais. À l'époque, je pense qu'il y avait une chance sur deux à peu près. Et bon, j'ai eu de la chance. Et là, je me suis dit, 100 km, c'est cool. Mais pour moi, ça signifiait finalement pas grand-chose. C'est-à-dire que je me rendais pas du tout compte de ce que c'était. J'ai jamais fait. Maintenant, je vois beaucoup de coureurs qui font des prépas spécifiques. Moi, rien que le mot prépa spécifique, je voyais pas du tout de quoi les gens voulaient bien parler, en fait. Moi, je courais. Et d'ailleurs, comme j'allaitais mon fils, eh bien, je courais jamais longtemps, en fait. Je courais 1 heure ou de temps en temps 2 heures. Et vraiment exceptionnellement 4 heures, mais genre une fois par mois. Et pour moi, ça suffisait, en fait. Je m'étais dit, bon, je me comparais même pas aux autres et j'imaginais pas forcément pouvoir gagner une telle course, en fait. Puis comme préparation, ça ressemble à quoi? Tu dis que tu t'entraînais à travers le temps que tu pouvais le faire, mais là, je comprends que 2012, tes premières courses, 2013, tes premiers succès, tu as des enfants en très bas âge à ce moment-là. Ouais. Ça ressemble à quoi ta logistique familiale pour réussir à trouver le temps d'aller chercher ces heures-là à droite, à gauche pour compléter une semaine avec un bon volume? Alors, le point, c'est que je travaillais. Donc, il y avait quand même 4 jours par semaine où je devais être au travail. Et donc, j'avais la chance, quoi. C'était à la fois une malchance, j'avais des horaires un peu découpés. Donc, je travaillais le matin et puis souvent, j'avais une grande pause entre midi et 3 heures. Et puis après, je retravaillais en fin d'après-midi. Alors, c'était un peu une malchance parce que du coup, ça me tenait éloignée de ma famille un peu longtemps. Mais d'un côté, de toute manière, j'étais sur place, ça me laissait ces 3 heures pour avoir le temps de m'entraîner. Et donc, je m'entraînais surtout sur les jours de travail. Alors, c'était pas très reposant parce que je travaillais. En plus, mon fils, je l'allaitais, il voulait pas manger autre chose, donc il m'attendait. Il mangeait toutes les 2 heures la nuit. Donc, c'était un peu fatigant. Je travaillais à plein temps. Mais en même temps, c'était cool parce que j'avais pour la première fois, j'avais quand même l'opportunité de m'entraîner. Par contre, la préparation, c'est vrai que, comme j'ai dit, j'ai appris un peu dans des bouquins, je connaissais personne dans le milieu de la course. Donc, je m'étais dit, je vais faire un peu comme en kayak, c'est-à-dire que je vais alterner des séances d'intensité avec des séances d'endurance. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps, comme j'avais pas le temps de faire des sorties très longues, eh bien, toutes les sorties, je les faisais vite pour mon niveau, mais je veux dire plutôt à fond. En fait, je m'entraînais à fond tout le temps. En intensité donc, tout je sais le temps. Que c'est pas trop, voilà, c'est pas très recommandé. Mais finalement, ça m'a assez bien réussi dans mes débuts parce que ça m'a fait progresser. Et puis après, le week-end, je gérais avec mon mari. J'arrivais des fois, je faisais que des activités avec les enfants. Il fallait de toute manière bien faire des jours de repos parce qu'au début, j'étais pas capable de courir tant que ça. Et puis, des fois, j'arrivais à aller courir 1 ou 2 heures le matin, ou comme ça. Mais il n'y avait rien de planifié. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu devrais prendre un coach, etc. Mais pour moi, c'était pas envisageable parce que j'avais pas envie de me plier à un programme rigide. Pour moi, la course à pied, ça restait accessoire, en fait. Ce qui passait en premier, c'est la famille. Donc, je casais les séances quand je pouvais, mais j'avais surtout pas envie de commencer à suivre des plans. Ça m'a jamais convenu, ça.
Je comprends. Puis surtout avec un horaire comme tu sembles avoir extrêmement intense, qui est Ouais, propre à toi. Tu sais, tu fais quoi dans la vie? c'est ça. T'es enseignante, Moi, je je crois? suis enseignante. J'enseigne au lycée en Suisse l'histoire et la géographie. OK. OK, ben c'est Ouais. ça. Ben, est-ce que tu penses que cet horaire, parce que tu disais tu avais des courtes nuits parce qu'il y avait ton fils qui se réveillait, Ouais. tu avais l'intensité de la semaine de travail, d'enseigner. Tu sais, l'enseignement, moi, j'ai vu ma mère enseigner toute sa vie. C'est un travail extrêmement Ouais. exigeant, autant mentalement que physiquement. Tu es C'est debout t'es avec les jeunes et c'est tout. ça, exactement. Est-ce que de réussir à coincer des entraînements à travers ça, est-ce que tu penses que ce rythme de vie intense-là, pas beaucoup de dodo, le travail, la course, a peut-être permis à bâtir cette espèce d'endurance-là, ou en tout cas la force de caractère ou la force physique Oui, d'accomplir des courses qui prennent 24 heures et plus, là? ouais, je pense un peu. Et puis, je pense que c'était un peu, c'est aussi un peu mental. C'est-à-dire que ça, j'ai remarqué même maintenant où j'ai quand même plus de temps parce que mes enfants sont plus grands. Donc, des fois, si je pars 3 heures le matin le week-end, ils ne le remarquent même pas parce qu'ils jouent avec leurs copains. Eh ben, j'ai remarqué que, en fait, quand on a peu de temps, eh ben, en tout cas, moi, ça, je fonctionne comme ça. Je suis tellement contente de pouvoir aller courir, que vite, 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 je vais courir, je vais être trop contente. Et 2 heures, ça va me paraître très court et je vais terminer frustrée. Et inversement, si j'ai tout d'un coup, si mes enfants sont pas là, et si j'ai tout d'un coup toute la journée, je me dis, je dois aller faire une sortie de 4 heures, des fois, je vais trouver ça long, en fait, un peu contraignant de m'entraîner aussi longtemps. Et quoi, c'est étonnant, le temps, il s'écoule pas à la même vitesse. Et là, je vivais chaque entraînement comme une chance et un privilège. Et je pense que du coup, ça me satisfaisait, j'étais contente. Et la fatigue, je l'écoutais pas trop. Et alors, paradoxalement, moi, je me rappelle mon ostéo qui m'avait dit, mais c'est fou que tu arrives à courir en allaitant ton fils. Et finalement, quand tu vas arrêter, tu auras une patate d'enfer. Ben, c'est pas tellement ce qui s'est passé. Je pense que Non? ça me donnait quand même de l'énergie, tout ça. Et en fait, j'ai jamais été aussi en forme que, je pense, cette année 2013. Alors, peut-être, j'étais pas encore capable de courir aussi vite que maintenant, par exemple. Mais j'avais pas de coup de fatigue, en fait. Pas vraiment de coup de fatigue parce que je pense que j'avais même pas le temps d'y penser. Et puis bon, j'étais aussi plus jeune, je pense, que maintenant. Puis, tu sais, cette progression-là de 2013, bon, je vais prendre 2 minutes juste parce que je veux camper qui est Caroline auprès de mes auditeurs qui connaissent bien ces courses-là. Mais tu sais, 2013, c'est une victoire aux 80 km du Mont-Blanc, une victoire à la CCC, une victoire au Festival des Templiers. Puis ensuite, ben, tu as enchaîné, j'ai répertorié 32 victoires en ultra-trail, plus de 45 podiums. Une année 2016, bon, j'arrête après, là, je ne veux pas te gêner, mais l'année 2016, c'est 10 victoires, dont, Ouais, attention tout le monde, la Trans-Grande Canaria, le Madère Island Ultra Trail, le 80 km du Mont-Blanc, l'UTMB et les championnats du monde de trail du Portugal. C'est une seule saison 2016. Fait que, ouais, tu ça, sais, c'était une belle année. une montée en puissance tu sais, de 2013 où tu faisais des premiers essais à t'entraîner le midi à travers le boulot et tout, jusqu'à ces années-là exceptionnelles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton mode de vie, dans ton entraînement, ou ça a toujours été cette recette-là? Oui, alors quand même, hein, c'est-à-dire qu'en 2013, j'y allais vraiment pour la découverte. D'ailleurs, pendant le 80 du Mont Blanc, encore quelques semaines avant, j'étais inscrite en fait sur le marathon. Et tout d'un coup, je me suis dit, ça va être trop rapide. J'avais vu tout d'un coup une vidéo du marathon et je m'étais dit, jamais j'arriverai à suivre les gens, ça va foncer, je vais me retrouver seule derrière. Non, il faut que je fasse quelque chose de plus long, comme une sorte de grande randonnée. Et puis, je m'étais inscrite sur le 80, c'était la première édition. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de tirage au sort. Donc, ils avaient accepté de changer mon inscription. Et, mais je me doutais pas du tout que ça serait aussi dur. Et puis, donc, j'y allais vraiment en amateur pour la CCC, quoi. Quand je pense maintenant comment j'ai préparé cette CCC 2013, je me dis, je pense que même aujourd'hui, les derniers du peloton, ils préparent pas ça comme ça, en fait, hein. En fait, la veille, quand je travaillais encore la veille, j'avais juste pris le vendredi, je crois que, je sais plus quel jour c'était, je crois le vendredi, puis j'avais juste pris le vendredi de congé, en fait. Donc, je travaillais jusqu'au jeudi à 5 heures. Et puis, le jeudi à midi, j'étais rentrée chez moi à la pause du midi. Je m'étais dit, bon, il faut que je commence à préparer cette course, là, c'est demain. Et je commençais à étudier le profil, à faire le sac, à me dire, mais qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, comment je vais organiser. Puis, j'avais pas d'assistance, en fait. Mon mari avait pas envie parce qu'il devait s'occuper des enfants, puis j'avais pas cherché quelqu'un d'autre. Donc, j'ai fait ça vraiment à l'arrache, quoi. Je suis arrivée à Chamonix le soir, un peu à l'arrache. Le matin, j'ai pris le car. Quoi, et puis, finalement,
je me prenais pas trop la tête, mais en même temps, c'était pas très professionnel tout ça. Et puis après, en 2014, j'ai fait un bref essai avec un entraîneur quand même, parce que finalement, il y a tellement de gens qui m'ont dit, mais quand même, il faudrait que tu prennes un entraîneur. Puis j'étais rentrée dans le Team Oka, donc ils avaient un entraîneur attitré. En fait, ça m'a pas tellement convenu. Non. Parce que là, c'était des plans très carrés, genre lundi, muscu, mardi, machin. Et en fait, c'est tout ce que je voulais pas faire, en fait. Moi, j'avais envie de faire avec la famille, quoi, comme j'avais dit avant, de pouvoir adapter l'entraînement à ma vie de famille et pas l'inverse. Donc, 2014, c'était un peu plus compliqué parce que j'étais à la fois en train d'essayer de me professionnaliser un peu et puis en même temps de m'entraîner un peu plus dur, ce qui fait que j'ai commencé à avoir un peu des coups de fatigue, quoi. C'était pas, ça a été un peu en dents de scie, ça n'a pas été si simple. Mais bref, c'était chouette quand même. Et puis, c'est vrai qu'en 2015, j'ai commencé à vraiment progresser, notamment parce que il y avait ces championnats du monde à Annecy et là, j'ai commencé à avoir des ambitions. Donc, je me suis mis au régime sec, je me suis entraînée dur. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à faire des performances qui étaient vraiment bonnes. Je pense même en termes de chrono, des bons chronos. Et puis après, en 2015, je me suis aussi rapprochée d'un autre entraîneur, Jean-Louis Ball, qui est connu un peu dans le milieu parce qu'il entraîne des skieurs alpinistes, notamment Axel Gachet-Mollaret, qui est une star dans le milieu de la rando. Et puis avec lui, ça s'est vraiment bien passé parce que lui, en fait, il me donnait une trame. Et puis après, j'adaptais comme je voulais. C'est-à-dire qu'il me disait, voilà, dans la semaine, ce serait bien de faire ça, ça, ça et ça. Mais tu le fais quand tu peux. Et je pense qu'il m'a vraiment fait progresser. Il m'a appris plein de choses. Et puis, Puis est-ce qu'il avait saisi un peu ce que tu avais besoin aussi comme ouais, athlète? c'est Parce ça. que tu parlais que tu Ouais, réussissais à coincer tes entraînements à travers ta vie c'est de ça. mère, ta vie d'enseignante. Mais est-ce qu'il y avait aussi une portion de plaisir, justement, à pouvoir y aller un peu au feeling versus avoir un horaire Ouais, extrêmement strict? Puis lui, il a c'est réussi à ça. cadrer ça, il a réussi à cadrer des entraînements dans ta philosophie à toi? C'est ça. Et ça, c'était vraiment cool parce que, alors bon, il me faisait faire beaucoup de sorties beaucoup plus longues. Donc, quand je réfléchis bien, en 2016, c'est vrai que c'est l'année où j'ai beaucoup fait de choses avec les enfants, mais où je me suis octroyé finalement le plus de week-ends. Ils étaient encore assez petits, mais assez grands aussi pour apprécier d'aller, par exemple, chez mes parents ou chez les autres grands-parents et d'être gardés par d'autres gens, en fait. Et, donc à ce moment-là, je me suis un peu plus autorisée à les laisser certains week-ends ou même une semaine de vacances entre Noël et Nouvel An. J'étais partie sans eux pour la première fois depuis leur naissance. Et là, j'avais fait vraiment beaucoup de sorties très longues parce que lui, il me disait, mais si tu veux, quoi, il hallucinait un peu que j'ai pu préparer des ultras sans jamais faire de sorties longues, quoi. Il me disait, non, mais il faut quand même faire des sorties de 4, 5, 6, 7 heures. Donc, j'avais quand même augmenté mon volume d'entraînement. Et ça, c'était cool parce que ça m'a vraiment bien fait progresser. Et puis, j'avais quand même, ouais, j'avais une logique plus professionnelle. Et c'était aussi chouette de savoir que la manière dont je m'entraînais était juste. C'est-à-dire d'être suivi par quelqu'un, ça rassure aussi. On se dit, on fait juste, on est dans le juste, en fait. Et, mais c'est vrai que j'aurais pas pensé faire aussi bien en 2016. Et je pense qu'il y a eu aussi un phénomène où, euh, que je dirais pas que c'est de la chance, mais j'avais quand même un peu la chance d'être toujours en forme au bon moment. Parce que des fois, même si on se prépare bien, on peut avoir un petit imprévu de dernière minute qui fait qu'on n'est pas en forme le jour J. Par exemple, en 2014, au Templiers, je voulais faire la grande course des Templiers. Et vraiment, quelques jours avant, mais encore 3 jours avant, j'avais une forme d'enfer. Moi qui n'avais pas été une coureuse rapide, là, je commençais à courir vraiment vite. Et je m'étais dit, ouais, je vais pouvoir faire quelque chose de bien. Et la veille de la course, j'ai tout de suite senti que ça allait pas, en fait. J'avais la tête, j'ai voulu courir une demi-heure, j'avais la tête qui tournait. Et après, j'ai dû abandonner la course parce que j'étais complètement épuisée. Et des fois, même si on se prépare bien, même si on est en forme, il peut y avoir le petit grain de sable qui fait que ça marche pas. Puis en 2016, il n'y a jamais eu ce grain de sable, en fait. Tout s'est bien passé tout le temps. Chaque fois, j'avais des jambes de feu, j'étais en forme. Puis évidemment, une fois qu'on a commencé à réussir, bien la confiance arrive et puis c'est vrai que c'est assez stimulant d'avoir confiance en fait. Et puis je partais devant et ça évidemment ça met un état d'esprit
qui est positif, en fait. C'est vraiment un cercle vertueux. Et ouais, c'était ça en 2016. La confiance en tes moyens comme coureuse, mais aussi la confiance, je suppose, comme tu dis, quand ça fait 7-8 courses consécutives où il n'y a pas de petits grains de sable dans Ouais, l'engrenage, mais je suppose que, parce que je sais ce que tu parles à un autre niveau complètement. Moi, je cours des ultras plus en mode mid-pack, mais il y a toujours tu sais, tu commences la course en disant j'ai des bonnes sensations, mais tu as toujours ouais, l'espèce de petite crainte dans le fond de la tête de se dire ouais, est-ce qu'au kilomètre 80, l'estomac va me lâcher parce que c'est arrivé c'est à ça. X moment. Là, je suppose que quand tu es sur une lancée, tu sais, tu gagnes la Transgrande Canaria, tu vas à l'île de Madère, tu gagnes les 80 km du Mont-Blanc. Ouais, Puis toutes des courses où il y a tu sais, des courses parfaites comme un ultra peut être parfait, mais tu sais, des courses où justement tu as des bons feelings du début à la fin, ouais, ça doit me mettre en confiance. Tu dois te présenter une ligne de départ avec le couteau entre les dents puis prêt à tout, là. ouais, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que à l'époque, j'avais commencé à aller sur Strava, donc je peux bien voir les chronos. En fait, je vois qu'à l'entraînement, même quand j'essayais d'aller vite en 2016, j'étais pas si rapide que ça. Sur, je me rappelle de quelques sorties où vraiment j'essayais de me pousser. Et à l'entraînement, je faisais pas des performances exceptionnelles. Mais en course, tout marchait en fait. Et ça, c'est vrai que c'est génial aussi. Euh, et évidemment, ce que je me suis pas forcément rendu compte à l'époque, c'est que du coup, j'avais pris l'habitude d'être devant. Et ce qui est difficile ensuite, c'est si dans une course, quand on a toujours l'habitude d'être devant, si une fois on n'est pas devant, des fois c'est un peu plus perturbant aussi de tout d'un coup garder confiance, même si au départ on n'est pas dans le coup en fait. Et ça, c'est ce que, si maintenant je m'y remets, c'est ce qu'il faudra aussi que j'apprenne à faire, en fait. C'est faire la course à mon niveau. Et tant pis, si des personnes sont plus rapides, les laisser filer devant. Et Être en gardant confortable, confiance en moi. ouais, je Ouais, comprends. Être confortable ouais, dans une position qui n'est pas celle de tête. Puis on ouais, le voit en exactement. ultra. Tu sais, moi, je suis un gros fan du sport aussi, donc on suit les courses. Puis tu sais, des performances comme Xavier Thévenard, sa victoire à l'UTMB, je pense que c'est 2018. Il a laissé les Américains, puis Ouais, disons-le, les têtes folles, là, ceux qui sont partis à un rythme qui était ouais, des dizaines de minutes plus rapide que les temps les plus rapides jamais enregistrés. Il les a laissés aller. Puis tout le monde est tombé comme des mouches pendant la nuit. Il était ouais, 20e, 15e. Il a pris sa place puis il a gagné par une avance énorme. Mais cette position-là, cette philosophie-là aussi de course, de y aller à son rythme, de laisser les autres peut-être prendre de l'avance, puis pas d'espérer qu'il se passe quelque chose, mais de faire confiance en ses moyens. Tu sais, je suppose qu'avec ouais, l'expérience que tu as, tu es capable de te dire si je pars à ce rythme-là, ben, ça peut me poser, ça peut me mettre en position de victoire. Si quelqu'un qui a une journée exceptionnelle, tant mieux. Mais sachant que tu es en troisième, quatrième, cinquième place, avec un rythme que toi, tu sais qui est le bon, ouais, c'est ben, en ça. avant, peut-être que ça va casser. Tu sais, ça reste qu'il y a Ouais, des athlètes exceptionnels autour de toi, t'en es une aussi. Mais à un moment donné, il y a aussi la confiance puis l'expérience qui entre en jeu. Puis tu le ouais, je sais que pense. toi, plus vite que ça, en ce moment, les autres, il y a des bonnes chances qu'ils cassent à un moment donné. Ouais, ou à la limite dire, bah tant pis, ils sont meilleurs, ils sont capables de faire mieux, mais c'est vrai qu'il y a ce rythme. Moi, je me rappelle, ça, je pense encore même maintenant, je le sens très très bien à l'entraînement ou en course. Il y a un rythme où on est confortable, mais on sait qu'on ne pourrait pas aller plus vite en étant toujours confortable. Et moi, c'est ce rythme-là que je prenais dans les courses et que j'arrivais à garder longtemps, en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il faut plus s'appuyer sur ses propres sensations que sur les autres, en fait. Mais ça, ça peut paraître bizarre à dire avec tout, avec l'âge que j'ai et l'expérience, mais ça nécessite ouais, vraiment d'avoir de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et ça, par exemple, pour moi, des fois, c'est un peu un point faible. C'est que j'ai vite tendance à me dévaloriser, à me dire, mais de toute manière, voilà, quoi, à me dire que je suis une patate ou que j'avance pas. Mais je vais pas forcément garder une confiance en moi, une solidité. C'est pour ça, là, quand tu me parles de Xavier, je suis admirative, parce que je me dis chapeau, quoi. Il est tout jeune, et puis il avait déjà très tôt cette solidité mentale, cette sérénité, chapeau bas. Hein. Est-ce que c'est arrivé dans des courses? Parce que là, on parle des succès, mais je pense que ça fait partie de ton cheminement, ces 2 abandons à l'UTMB, des courses comme à la quantité de courses que tu as faites, c'est normal qu'il y ait des performances plus difficiles. Est-ce que ces fois-là qui sont menées à des abandons, est-ce que tu flirtais avec cette limite-là? Tu sais, tu dis ton pace Ouais, confortable, autant à l'entraînement qu'en course, ce niveau que tu sais qui est le bon. Est-ce que à cause de la compétition, tu as voulu le dépasser puis ça l'a mené à ces performances plus non. difficiles? Alors, pour être tout à fait honnête, à chaque fois que j'ai abandonné, pourtant j'ai abandonné beaucoup de fois,
c'est des fois où dès le départ, ça n'a pas été. C'est-à-dire que j'avais un problème, j'étais fatiguée, j'étais pas bien. Et donc, courir, c'était une souffrance. Et j'ai jamais abandonné, en fait, parce que j'étais pas dans le coup en donnant mon maximum. C'est chaque fois des courses où dès les premiers kilomètres, même dès l'échauffement souvent, Ah je me ouais? suis dit aïe, 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 ça va pas. Tu le sentais? Et bêtement, j'ai souvent pris le départ quand même. Je me rappelle très bien de l'UTMB 2018, notamment, où dans les jours avant, en fait, je savais que ça allait pas. Et bon, je suis allée quand même, j'étais inscrite en me disant, bon, ben, on sait jamais. Mais en fait, c'est idiot parce que sur un UTMB, c'est pas sur un malentendu, quoi. C'est quand même tellement long que c'est sûr que ça va pas, peut pas arriver à l'arrivée. Mais pour moi, l'UTMB, c'était tellement un mythe, tellement un rêve, que l'idée de renoncer avant même d'avoir essayé, ça m'était insupportable. Mais quelque part, c'est ce que j'aurais dû faire parce que, en fait, quand on prend enfin, c'était horrible. Je me rappelle très bien, dès les premiers mètres, à la sortie de Chamonix, devant les Gaillans, je me suis dit, oups, ça va pas. Et il se trouve que, comme ça, au milieu de la nuit, sur un espèce de, je sais pas pourquoi, il y en a plein qui ont abandonné ou quoi, eh bien, tout d'un coup, on m'a dit, mais t'es en tête. Et pour moi, c'était tellement une espèce de galère sans nom que je me suis dit, ah quoi, en tête? Non, c'est pas possible. Bah, du coup, je dois continuer, allez, je dois quand même tenter ma chance. C'est sûrement. Puis je voyais bien sur ma montre que j'avançais pas et que j'avais déjà un temps de dingue de retard sur 2016. Mais je me disais, bon, ben, puisque je suis en tête, il faut continuer. Mais il y a un moment, ça s'est grippé, quoi. Je suis arrivée dans le Val Ferret italien et là, c'était plus possible, en fait. J'avais été vraiment au bout du bout. Et c'est vrai que je crois que j'ai jamais commencé une course bien et abandonner ensuite. C'est toujours, moi, c'est comme ça, je le sens au départ. Tu l'as Et c'est toujours pour ça senti. aussi que c'est pour ça aussi qu'à un moment, j'avais décidé d'abandonner la compétition parce que il y avait plus jamais où je me sentais bien, ni en compétition, ni à l'entraînement. J'avais plus la forme d'avant, donc je me suis dit, ça sert à rien de continuer parce que ça me mène à un mur, en fait. C'est comme quelqu'un qui fonce toujours dans le même mur en espérant qu'un jour, le mur va s'écarter tout seul, mais donc, c'était sans issue. Ouais, je comprends. Je vais vouloir qu'on revienne à l'UTMB 2016 parce que je le dis souvent, moi, je prépare pas mes entrevues en préparant des questions, mais j'essaie de m'imprégner de mes invités. Puis la chance que j'ai avec une invitée comme toi, c'est qu'il y a beaucoup de matériel. Puis tu sais, l'UTMB, l'Ultra Trail World Tour, fait un travail exceptionnel de médiatiser ces courses-là. Puis j'ai réécouté la vidéo d'une heure hier de 2016 où justement il y avait ta victoire avec celle de Ludovic Pomeray aussi. On y reviendra, mais là, tu ouvres la porte vers cette espèce de retraite que tu avais annoncée. Je crois que c'est 2018-2019? En fait, c'est de 2019. OK. Ouais. Puis qu'est-ce qui avait motivé ça? C'était vraiment cette En perte fait, de c'était un peu plaisir-là? compliqué. En fait, ouais, comme j'ai dit, j'ai eu énormément de problèmes de santé. Bah, j'ai fini par savoir ce que c'était. Et maintenant, j'ai trouvé la solution. Donc, mais pendant des années, j'ai pas su quel était le fond du problème. Alors, au début, il y avait un surentraînement, ça c'est clair. Mais en fait, fin 2018, je me suis cassé le pied. Et OK. donc, c'était une fracture de fatigue. Donc, ça, en général, comme a dit mon médecin, en général, ça tombe pas de nulle part. C'est qu'il y a une fatigue profonde et qui se manifeste voilà, par une fracture. Et il m'a dit, bon, écoute, je me rappelle, c'était le 21 décembre et il, je voulais faire la Transgrande Canaria, je voulais peut-être me relancer là-dessus, j'avais l'impression que ça allait mieux, donc je m'étais dit, bon, pourquoi pas. Et puis il m'a dit, ah, mais c'est bon, la Transgrande Canaria, c'est fin février, votre pied il sera guéri depuis longtemps. Et en fait, j'ai mis 6 mois à pouvoir courir. Et à marcher normalement, j'ai commencé à pouvoir marcher normalement fin février, donc c'est déjà long pour une fracture de fatigue, 2 mois. Et après, c'est fin avril que j'ai pu recommencer à courir. Et puis, c'est vrai que j'ai un peu péché par optimiste. En fait, j'ai un peu trop écouté. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah non, mais t'inquiète pas, avec le passé que t'as, tu verras, ça va revenir, et tu peux y aller, et confiance, etc. Et en fait, après, j'en ai reparlé avec Jean-Louis Ball, qui était plus mon entraîneur, mais qui était quand même un expert. Il m'a dit, non, mais c'était de la folie de penser que tu pouvais faire un ultra 2 mois plus tard, en fait. Et je m'étais inscrite au Lavaredo fin juin, en me disant, ah, ça, c'est une course qui m'a toujours réussi, ça ira. Et en fait, ça allait pas, parce que j'étais pas du tout, déjà, j'avais pas résolu mon problème de fond. Et puis, en plus, j'avais toujours, j'avais que 2 mois d'entraînement. Et donc, évidemment, ça s'est pas bien passé.
Et j'ai senti dès le départ, là aussi, hein, même à l'échauffement, je me suis dit, mais je ferais mieux de rentrer me coucher à l'hôtel plutôt que de prendre le départ, quoi. C'était vraiment le calvaire. J'ai failli faire demi-tour en haut de la première bosse, mais après, je me suis dit, bon, je vais quand même continuer. Mais après, en fait, j'ai vu que j'étais pas en état de continuer. Et bref, c'était tellement affreux. Puis j'avais honte aussi. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient aidé, qui m'avaient soutenu. J'avais l'impression que le monde entier, avec les yeux braqués sur moi, en disant ah, elle est nulle. Et j'avais tellement honte et tellement plus envie de revivre un abandon que j'ai dit ben j'arrête. Mais c'est vrai que j'ai très très mal vécu. Pour moi, c'était un deuil en fait. Ah ouais. Ouais, vraiment un vrai deuil. J'avais l'impression de quoi, en fait, c'est pas que j'avais plus envie de courir, c'est que je pouvais plus. Et c'était vraiment dur. Alors, j'avais beau me dire, bon, bah, je suis pas la plus malheureuse, je peux quand même faire du sport, je peux être avec ma famille. Mais en fait, le trail, ça avait été une partie de moi-même quand même pendant ces années. Et ça me donnait un but aussi et une discipline de vie. Et tout d'un coup, là, j'avais l'impression que c'était vide. En fait, que j'avais plus de but, plus d'objectifs. Et pour moi, c'était vraiment extrêmement dur. Et, euh, et voilà, en fait. Et après, bah, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a identifié ce qui allait pas. Et puis, donc l'année passée, ça allait quand même déjà mieux. Alors moins que cette année, mais ça allait déjà beaucoup mieux l'année passée. Et je m'étais dit, bon, bah, je vais refaire des courses, sauf que voilà, il y a eu le Covid. Et j'ai fait qu'une course qui s'est pas si bien se passer que ça, parce que c'était la première, et puis que fallait que je pense me remettre en jambes. Puis je sortais d'un mois de vacances, quoi. J'avais plein d'excuses, mais n'empêche que elle s'est pas aussi bien passée que j'aurais voulu. Mais bon, ça m'a remis dans le bain. Et puis, mais voilà, cette année, j'attends un peu de pouvoir faire des courses. Après, je me fais pas non plus forcément d'illusions. Hein. Je pense qu'entre-temps, le niveau a sûrement monté. Il y a d'autres gens plus jeunes qui arrivent derrière. Je reviens pas en me disant je vais tout gagner, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Je reviens humblement en me disant voilà, j'ai envie de faire des courses, point. J'y vais pas forcément pour gagner. Est-ce que la motivation a un peu changé? Tu sais, le but de tout ça, de te remettre à la course après cet arrêt-là, comme tu dis là, c'est de faire une course, c'est pour le plaisir d'accrocher un dossard puis d'aller s'amuser dans les montagnes? Oui, mais justement, ouais, justement, j'ai envie d'avoir du plaisir, c'est-à-dire de faire un. En fait, j'aimerais bien pouvoir faire un ultra où je donne le meilleur de moi-même. Alors, euh, où je me sens bien depuis le début et pas par rapport aux autres, mais on voit quand même sur la montre à quelle vitesse on monte, etc. De pouvoir faire ce que je fais à l'entraînement, de le faire en course et de le faire bien et d'être contente et de retrouver cette ambiance des départs, des concurrents, des arrivées, etc. Et ouais, ça, je m'en réjouis, ouais, vraiment. D'avoir des bonnes sensations en course. Ouais, courir la nuit, ouais, tout ça. Mais là, dans un mois, quoi, un mois, normalement, je fais déjà ça presque pour sûr. En Suisse, là, il y a une course qui aura enfin lieu. OK. Une course de 30, alors c'est très court, hein, c'est 30 km. Mais justement, je m'en réjouis, ça va être cool, ça va pas être trop long. Et puis après, en fin juin, je désespère pas qu'il y ait un ultra qui a lieu, peut-être même dans un mois à la Maxi Race, je sais pas. Et c'est une course qui a lieu à Annecy et Ouais. ils ont l'air de dire que peut-être que ça pourrait avoir lieu. Enfin, c'est un peu vague, mais je me dis ça pourrait être déjà une belle expérience. Donc je pense qu'en 2020, je vais quand même pouvoir en faire. Ah oui. Est-ce que tu parlais tantôt, tu sais, quand tu as fait ce premier arrêt de la course-là, 2018, tu avais l'impression de décevoir des gens qui Ouais. t'avaient supporté. Est-ce qu'il y a une pression qui vient avec le beau palmarès que j'ai parlé, mais cette pression-là, est-ce que tu la sens, tu la sentais après Oui, 2015, 16, 17, ces premiers succès-là, ces premiers ouais, très c'est grands ça. succès-là? Comment tu vivais avec cette pression-là qui venait? Ben, c'est ça. Au début, j'étais personne, donc c'était cool parce que j'allais sur les courses et j'admirais les meilleurs et moi, je me fondais dans l'ombre. Et je crois que ça me convenait assez bien finalement, faire mon truc. Au moins, personne ne venait me demander mon chrono parce que j'avais fait un sport, le kayak. Alors, le kayak, j'ai jamais fait partie des meilleurs mondiales, mais j'avais fait un sport en fait où tout le monde regardait tout le monde. On était sur un bassin et en fait, quand il y avait les courses, bah, d'ailleurs, c'était assez amusant. Une fois qu'on avait fini notre course, on se mettait au bord et puis on regardait passer les autres. Donc, quand on avait des échecs, on était vu ou on avait l'impression d'être vu par tout le monde. Et dans le trail, j'appréciais cet anonymat. En fait, à chaque course, il y avait une foule de gens anonymes et je trouvais ça chouette.
Et après, j'ai commencé à être connue, mais je crois que je ne me suis pas rendu compte tout de suite et que ça m'a aidée. Je me rappelle notamment en 2015, quand j'avais fait la Transgrande Canaria, eh bien, il y avait plusieurs autres filles qui étaient là. Je me rappelle, il y avait Nouria Picasse, Fernanda Maciel, etc. Et c'était elles, les stars qu'on interviewait. Et moi, j'étais relativement anonyme. Et des fois, j'étais même gênée un peu en dépassant des filles dites des championnes, de me dire, ouais, ça me gênait un peu. J'arrivais derrière en me disant, est-ce que j'ose passer Et finalement, c'était bien aussi. Et après, en 2016, bah, c'est vrai que j'ai tellement tout gagné que ça me gênait pas plus que ça, en fait. Je regardais pas trop. Mais j'ai commencé à trouver à la fin, ouais, j'ai commencé à trouver un peu gênant, notamment des gens qui disaient, ah, mais c'est pas possible, elle doit être dopée. J'ai remarqué aussi que quand on est bon, on peut attirer un peu des critiques et des jaloux ou des médisants ou je sais pas. Donc Je ça, pense que c'était ça vient déjà, avec ça, le succès, peu importe le sport, mais je ouais, pense que ça ouais, vient avec ça. Ça part de ouais. détracteurs qui ne peuvent pas concevoir que tu cours à cette vitesse-là ou que tu remportes ces courses-là. Les gens, tout de suite, cherchent la solution facile de Ouais, ah, ben, elle doit être dopée alors que c'est complètement ridicule, mais ça doit être frustrant quand ouais, même c'est parce ça. que tu les as travaillées ces heures-là, puis j'ai l'impression, je ne veux pas dire plus que les autres, mais quand j'entends que tu continues d'enseigner, que tu réussis à squeezer les entraînements à travers la vie et tout, moi, ça m'impressionne de voir ce niveau-là que tu as atteint à travers un horaire très typique comme monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute ici, qui s'inscrit à des courses pour le plaisir, qui s'entraîne à travers le boulot, les enfants. Moi, ça m'impressionne que tu aies eu cette progression-là là-dedans, mais ça devait être frustrant, sachant les heures, les sacrifices que tu faisais, de Ouais, te c'est faire ça. pointer du doigt comme ça, là. Oui, puis surtout que, je sais pas, moi maintenant, ça me laisse plus un peu froid, mais je me rappelle qu'à l'époque, j'avais vu pas mal d'articles sur Armstrong, par exemple, dans le cyclisme, à quel point c'était une mafia, en fait, ce dopage. Et le dopage, c'était vraiment quelque chose qui me choquait profondément. Quoi, ça me choque toujours, mais maintenant, je m'intéresse peut-être plus à d'autres choses, mais à l'époque, ça me choquait vraiment. C'est, c'est vraiment quelque chose, je trouvais ça monstrueux, en fait, et qu'on puisse, moi, m'accuser de le faire. Et puis, en plus, je me disais, ça traduit vraiment de l'ignorance, parce que pour se doper sans se faire choper, il faut quand même être un peu bon, en fait. Il faut, j'imagine, avoir des médecins, des spécialistes. Quoi. C'est pas avec n'importe quel produit. On va pas aller en pharmacie s'acheter de la cortisone et en avaler 3 comprimés avant une course. C'est ridicule. Et qu'on puisse, moi, m'accuser ça, je me disais, mais ils se rendent pas compte quel est mon mode de vie, justement. Ils se rendent pas compte à quel point je m'entraîne et je suis encadrée comme l'amateur que je suis et pas du tout, quoi, c'est pas du tout au niveau d'un dopage institutionnalisé, en fait. Et je trouvais ça grotesque, en fait. Mais après, j'ai un peu lâché. Je me suis rendu compte aussi, comme tu dis, que bah, c'est vrai que maintenant, le travers d'Internet, c'est que chacun, finalement, a le droit de s'exprimer et être sous l'anonymat. Donc, faut pas y accorder plus d'importance que ça en a, je pense. Mais bref, c'est vrai qu'après, je me suis sentie plus attendue. Et puis, c'est vrai que dans certaines courses, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de ça aussi. C'est-à-dire que quand un champion, entre guillemets, ou quelqu'un qui a été champion vient, bah, les gens disent, ah ben, on va essayer de le battre. Et je sentais que des filles, des fois, elles étaient là, au moment où elles me doublaient ou quoi, bah, elles étaient trop contentes. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu dur. Moi, je comprends qu'elles soient contentes, mais je me sentais un peu humiliée des fois de me dire, ah, mais les gens vont tout de suite dire que je suis pas au même niveau qu'avant, que je suis ridicule. Mais je pense que c'est un problème que j'ai moi, en fait. C'est que je manque de confiance en moi. Alors, je pense trop à ce que les gens vont dire et j'aurais dû finalement lâcher là-dessus. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas en forme, faut peut-être pas s'accabler davantage en se disant qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Je pense qu'aussi, il y a le fait qu'en Europe, l'ultra, c'est devenu très populaire. C'est quand même récent, mais ça demeure que tu sais, c'est énorme, tu sais, l'UTMB. Quand on remporte un UTMB ou un 80 km du Mont-Blanc, je pense que c'est des courses qui viennent avec une très, très grosse attention médiatique. Puis c'est Ouais, des sports qui sont devenus professionnels avec le temps. Mais j'ai vu que tu as aussi traversé l'Atlantique pour venir courir au Colorado et tout. Est-ce que tu as senti ce changement-là quand tu es arrivé à Silverton la première fois pour ah faire ouais. la Hard Rock, qui est une sorte d'UTMB aux États-Unis en termes de défis sportifs, en termes de calibre de coureur?
mais pas du tout. C'est à l'opposé complet de l'UTMB. Hein. Comment tu as senti cette transition-là? Ben, en fait, ouais, j'ai trouvé ça super cool. Et d'ailleurs, si j'avais pas, quoi, c'est trop dommage parce que j'aimerais bien y retourner, mais avec la famille et tout, c'est quand même pas évident. Ça m'avait un peu coûté de m'éloigner si longtemps d'eux et j'ai peut-être pas envie de recommencer, mais c'est trop dommage parce que ça m'avait vraiment tellement plu. Il y avait une ambiance sympa, conviviale. Et puis, c'est vrai que c'est très familial comme événement. Et en même temps, ils avaient organisé des petites choses. Je me rappelle, à un moment, ils avaient fait une Women's Trail discussion et une petite discussion entre les femmes qui participaient à la Hard Rock. Et c'était vraiment sympa. Ouais, ils créaient cette ambiance de famille, en fait. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de gens qui y retournaient chaque année, soit comme bénévoles, soit comme coureurs, hein, parce qu'ils appréciaient cette ambiance. Et c'est vrai que le départ, c'est un peu surréaliste parce que il n'y a même pas de ligne de départ. Il arrive, ouais, vous pouvez y aller, hop là, hop, c'est parti. Par contre, malheureusement, j'ai payé un peu. Quoi. À la fois, c'est une super organisation parce que les ravitaillements, c'est top. Hein. Il y a un endroit, c'est connu d'ailleurs, on peut manger, on peut se se faire cuisiner un peu son plat chez Burrito. Où, il y a aussi ce fameux col où les gens nous proposent un verre d'alcool en arrivant, là, le Virginia Pass, je crois. Et ouais, c'est super bien organisé. En même temps, là, le parcours, il était balisé n'importe comment. Et c'est vrai que ben, je l'ai un peu payé cher en perdant et en pétant une côte. Mais ouais, ben, en fait, je me suis perdue. Ouais, en fait, j'étais pas mal en avance. Je faisais vraiment une belle course. J'étais en forme. D'ailleurs, j'étais pas si loin que ça des meilleurs hommes. Et ouais, c'était cool, quoi. Je pense que c'était bien parti pour bien se terminer. Moi, j'ai pas de problème avec l'altitude, en fait. Donc, je ressentais pas spécialement l'altitude. Donc, ça allait bien, en fait. Et en fait, en descendant du fameux col, là où les gens nous proposent l'alcool, j'avais pas vu d'ailleurs, eh bien, il y avait un brouillard à couper au couteau et il manquait des endroits de balisage, en fait. Et parce qu'ils avaient dit que ça serait et c'était la seule et unique zone de tout le parcours que j'avais pas pu reconnaître. Et du coup, j'ai suivi mon pacer qui prétendument connaissait le parcours, mais en fait, il connaissait pas et il m'a perdu. Et en fait, je me suis vite aperçue qu'on se perdait. Donc, à ce moment-là, ce qu'on aurait dû faire, c'est faire demi-tour et remonter. Mais au milieu de la nuit, à 2 heures du matin, c'est un peu dur, en fait, de se dire on va remonter 300-400 mètres de dénivelé, peut-être, pour repartir sur la bonne direction. Et on a débattu un moment, et bref, on a continué à descendre en espérant rejoindre la trace. Et en fait, on s'est éloigné de la trace, et on a été dans des zones un peu scabreuses. On voyait rien, etc. Moi, j'ai pété un bâton. Et à ce moment-là, je suis tombée et je me suis écrasée sur une côte. Ah ouais. Et je me suis pété une côte et mon pacer s'est pété le bras. Et après, donc j'ai perdu 3 heures en fait. Et surtout, ce que j'ai encore plus perdu, c'est, je dirais, que j'ai perdu bien plus que ça parce que c'était, en fait, après, j'étais épuisée. Pendant ces 3 heures, ça a été un stress énorme. J'ai oublié de manger, j'ai oublié de boire. J'ai sprinté dans la montagne et j'ai laissé toute mon énergie. Et après, toute la fin de la course, ça a été un calvaire. Il restait combien de kilomètres à ce moment-là, au moment où vous êtes perdu? Il en restait pas mal. Ça devait être à 65 miles, quelque chose comme ça. Donc, il restait quand même 35 miles. Donc, c'était encore très long. Ouais, il restait 70 kilomètres. Ouais, après, j'ai terminé, mais c'était un escargot. Et puis après, j'ai été épuisée. Puis du coup, j'ai dû abandonner l'UTMB 1 mois et demi après parce que je n'avais pas récupéré en fait. Et ça a été peu le début. Pour moi, ça a été un tournant dans ma carrière parce que ça a été un peu le début de la fin. En fait, je m'en suis pas vraiment remis très bien, ni psychologiquement parce que j'étais vraiment se perdre comme ça et pas j'avais un pacer. En fait, j'avais trouvé un premier pacer qui était super. Et ce pacer-là a insisté pour être mon pacer et il m'a perdu. Et donc, j'étais un peu en colère. Et puis, j'étais bien abîmée physiquement. Et ouais, c'était un peu dommage. Ça m'a un peu gâché la fête, en fait. Ah ouais, fait que même si tu es arrivé à Silverton Ouais, en embrassant la roche, première femme c'est et ça. tout, tu avais un sentiment amer déjà avec Ouais, un sentiment amer. Mais il faut dire aussi, je pense, par exemple,
Je pense que quelqu'un comme Kylian, ça s'est pas très bien passé pour lui aussi parce qu'il s'est luxé l'épaule. C'est l'année Mais à qu'il a l'époque, fini avec son bras ouais, c'est en ça. attelle, ouais. Mais c'est un peu différent parce que moi, à l'époque, pour moi, c'était un sacrifice énorme de laisser mes enfants, en fait. Mhm. Et de passer 2 semaines et demie sans eux, quoi. Maintenant, ça peut paraître, peut-être certains qui m'écoutent peuvent dire, mais c'est rien du tout, 2 semaines et demie sans les enfants. Mais pour moi, j'avais l'impression d'être une égoïste, en fait, de partir aux États-Unis sans eux, au milieu des vacances. J'avais vraiment, ça avait été quand même un arrachement et j'avais pas les moyens de leur payer le voyage aux États-Unis. Donc après, je me suis préparée toute seule, mais j'étais toute seule aux États-Unis pendant que, quoi, toute seule, j'avais été avec des gens quand même, mais essentiellement seule et sans mes enfants. Donc je voulais que ce sacrifice, il paye. Et Mhm. je me sentais en forme, mais c'était un truc de fou, quoi. Les jours avant, je pense, je m'étais jamais sentie aussi en forme de toute ma vie, en fait. J'avais un cœur qui battait à 30 au repos. J'avais une forme d'enfer et j'étais là. Moi, je voulais battre leur corps et je voulais faire une course super. Et je pense que j'aurais fait cette course super sans cet accident de parcours. Et ça, j'arrivais pas à le digérer en fait. Et les gens me disaient oui, mais t'as gagné, sois déjà contente, etc. Mais moi, pour moi, ça me suffisait pas. Ouais. Après, je suis un peu perfectionniste. Et mais c'est surtout aussi qu'après, en rentrant, j'étais démolie. Et Ouais. j'ai mis un mois, enfin, c'était horrible. 2 semaines et demie après, on avait un camp d'entraînement avec Salomon et on devait faire le tour du Mont Blanc et j'étais pas capable. Je pouvais pas courir, j'étais épuisée. Et donc, je me suis dit, ben, j'ai ruiné mon deuxième objectif qui était l'UTMB en fait. Et ça, c'était un peu dur à avaler. C'est des courses qui sont très proches aussi en Ouais, temps, tu sais, même pourtant, sans blessure, juste en termes de récupération, point. Tu sais, la Hard Rock, ouais, c'est dans le coin du 20 juillet habituellement, tu sais, mi-fin juillet. Puis ouais, c'est tout l'UTMB, près. certaines années, tu sais, c'est fin août. Fait que c'est probablement les deux des plus durs 100 miles au monde consécutivement. C'est en moins de 2 mois, c'est fou quand même, là. Ouais, c'est un peu fou. Donc, c'est intéressant de voir que cette Hard Rock-là, autant c'est un grand succès, je veux dire, c'est une des courses les plus difficiles, non seulement à compléter de par son altitude, ses sentiers techniques, mais c'est très prestigieux comme course, mais de voir que ça a comme été, tu sens que c'était un point tournant qui t'a amené justement vers cet abandon à l'UTMB puis ce qui a suivi. Ouais. Oui, parce que en fait, pour moi, l'UTMB, en fait, en 2016, c'était tellement extraordinaire de gagner et devant toute cette foule avec cette ambiance incroyable, j'avais envie de revivre ça en fait. C'était tellement fantastique, je rêvais de revivre ça. Et mon objectif vraiment, c'était l'UTMB, de faire un doublé, de gagner de nouveau en 2017. Et puis il se trouve que j'ai été prise au tirage au sort à la Hard Rock et tout le monde m'a dit ah bah faut pas manquer ça, c'est une trop bonne occasion. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire les deux. Et là, quand j'ai été blessée à la Hard Rock, j'ai compris quoi, j'ai assez vite compris, pas tout de suite, mais en rentrant chez moi et en voyant à quel point j'étais épuisée. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée chez moi, évidemment, mes enfants étaient encore petits. On était en vacances, on a un chalet, quoi, mes parents ont un chalet en montagne. On était en vacances là-bas et je pouvais pas dormir non plus Ah ouais. autant que j'aurais voulu. Et donc, j'ai récupéré de manière compliquée. Et j'ai tout de suite compris que ça allait être long, en fait. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à penser que ça serait difficile pour l'UTMB. Mais comme je suis optimiste, hein, eh bien, j'ai essayé d'y croire quand même. Mais plus ça allait, plus c'était compliqué. Et quand j'ai abandonné en 2017, eh ben, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en remettre aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que je me suis pris... c'était un peu difficile pour moi après cette année-là et j'ai du mal à récupérer. Mais je pense parce que j'avais déjà aussi, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Je pense que j'avais fait un surentraînement après 2016 et puis j'avais réussi à récupérer pour 2017, donc ça c'était bien. Mais après j'ai reglissé dans la fatigue de nouveau. Et il se trouve aussi que j'avais une carence en iode et ça paraît bête parce qu'aujourd'hui les médecins ils testent plus le iode. Ils considèrent que tout le monde en a assez. En fait, c'est pas vrai. Ah ouais. J'ai vu un reportage récent sur Arte, là, c'est une chaîne franco-allemande qui s'appelait Demain tous crétins, en fait, et qui disait qu'il y avait un pourcentage important de gens qui n'avaient pas assez d'iode. Et moi, j'avais une carence vraiment sévère en iode. Et en fait, le iode, c'est un élément essentiel.
et ça conditionne tout, la récupération, le sommeil, ça régule la thyroïde. Et moi, j'avais un problème de thyroïde. Et en fait, personne, quoi. Quand j'ai commencé à être fatiguée, j'ai eu 1 milliard de bilans sanguins parce qu'à l'époque, j'avais quand même la chance d'être suivie par des médecins de l'ITRA. Et en fait, personne n'y a pensé. Et les médecins me disaient, mais on comprend pas pourquoi tu es si fatiguée, on comprend pas, tu as des bilans sanguins qui sont parfaits. Et effectivement, plus je me reposais, plus j'avais des bilans sanguins qui étaient excellents. Quand j'ai fait l'UTMB en 2017, moi qui avais toujours eu des problèmes d'hémoglobine, j'avais jamais eu autant de fer dans le sang et d'hémoglobine. Donc on aurait pu se dire, mais c'est fantastique. Et en fait, ça allait pas. Et c'était l'iode. Et c'est vrai que c'est assez fou, en fait. Là, depuis que j'en prends, ben, je me vois rétablir à toute allure. Là, j'ai l'impression d'avoir de nouveau alors, je suis plus âgée, mais j'ai l'impression d'avoir la même forme qu'en 2016. Ah ouais. C'est fou à quel Ouais, point un petit dérèglement comme ça, une ouais, petite chose, un manque d'un truc que moi, j'avais jamais entendu parler, même de l'iode. Tu m'aurais demandé est-ce ouais. qu'on a de l'iode dans le corps? Je t'aurais dit, je ne sais pas. Mais c'est fou quand même de voir qu'un petit dérèglement comme ça peut mener à justement cette carence-là qui mène Ouais. à. C'est difficile de récupérer. Tu sais, c'est intense, c'est ce qu'on fait subir à nos corps dans des ultras de cette longueur-là. La récupération est essentielle, mais si tu as quelque chose biologiquement, physiquement qui empêche cette récupération-là, Ouais. ben, ça peut être destructeur, hein. Mais vous, je pense qu'au Québec, vous êtes moins touchés parce que les zones les plus peuplées, elles sont pas très loin de la mer. OK. Et donc, l'air, etc., il en contient. Et nous, en Suisse, autrefois, c'était très courant. Il y avait énormément de gens qui restaient, par exemple, les enfants, s'ils en manquent dans leur petite enfance, ils deviennent crétins. On parlait des crétins des Alpes. Ah Et ouais? c'est vrai que, ouais. Et en fait, quand on en manque adulte, bah, c'est vrai que moi, j'avais l'impression, même dans mon travail, de moins bien réfléchir qu'avant, ouais, d'avoir plus de problèmes à me concentrer, à lire des choses difficiles, etc. Et en fait, je faisais le lien avec la fatigue. Je me disais, ah, ben, je dois être fatiguée. C'est parce que je suis fatiguée. Quand on est fatigué, on est moins concentré. Et en fait, c'était ça. Et c'est fou, quoi, de se dire, c'est un tout petit élément. Et personne n'y a pensé, en fait. Bon, ben, au moins maintenant, tu as mis le doigt, vous avez mis le doigt sur Oui, oui, qu'est-ce qui oui. manquait, c'est une Ouais, bonne ouais, chose. c'est cool. C'est cool. Alors maintenant, je dois dire aussi, je suis un peu plus prudente. C'est-à-dire que je fais beaucoup plus attention à m'écouter, en fait. Quand je suis fatiguée, je me repose. Avant, je culpabilisais de me reposer. Maintenant, toujours un peu, mais moins, en fait. Je me dis, bon. Et c'est vrai que j'essaye de jamais reglisser dans la fatigue, en fait. Est-ce que de l'avoir vécu, cette fatigue extrême-là, ou tu sais, des années, je vois 2016, tu sais, c'est une douzaine de courses sur 12 mois, des courses Ouais, extrêmement longues, tu sais, beaucoup de courses au-dessus de 100 ouais. kilos. Est-ce que c'est des choses que tu as appris justement peut-être à la dure, mais que maintenant, si 2021 ou 2022, on peut recommencer à courir puis faire des événements comme on veut, est-ce que tu penses diminuer le nombre d'événements? Est-ce que tu as Ah appris de oui. ça? Ouais. Bah déjà, je pense que j'aurais plus envie, en fait. OK. J'aurais plus envie d'en faire autant. J'ai envie de faire des courses, mais je sais pas, j'ai pas envie d'en faire tout le temps, tous les week-ends, quoi. J'ai envie d'avoir du temps pour penser à autre chose. Et puis c'est vrai que j'ai des enfants qui maintenant font eux-mêmes de la compétition et Ah moi ouais? je dois aussi. Ouais, mes deux grands, ben, même le troisième aussi, mais le troisième est plus petit. Mais ma fille, elle fait de la compétition de ski de fond et elle a déjà un niveau local et quoi, elle est contente, elle progresse bien. Mais cet été, il va falloir qu'elle s'entraîne un peu en courant, en ski roue, etc. Donc il faut que je sois là aussi pour superviser tout ça. Donc j'aurais pas envie de partir tout le temps en compétition et de laisser ma famille. Et puis c'est vrai que en 2016, j'avais une espèce de confiance dans le fait que je récupérais vite. C'est vrai que c'était hallucinant, hein. Quand j'y pense maintenant, je faisais un ultra et une semaine après, j'étais sur pied pour en faire un autre quasiment. C'était fou, je récupérais vraiment bien. Et maintenant, cette confiance-là, bah, je l'ai pas. Donc, je me dis, bon, je vais m'écouter, prendre le temps de récupérer. Et puis, si je peux faire, allez, 3 ultras dans une année, bah, ça sera cool. Et je vais peut-être pas viser à en faire beaucoup plus. Après, j'aimerais bien faire des petites courses un peu plus courtes de temps en temps. Alors, je sais que c'est pas mon point fort parce que quand on devient plus âgé, on est aussi moins rapide. Puis moi, j'ai jamais été une coureuse de piste. Mais bon, voilà, faire des choses plus modestes en fait.
Pour le plaisir, je suppose, de pouvoir faire une course le week-end, mais en plus pour accompagner ton fils ou ta fille dans leur course et tout. Et, parce qu'un ultra, on s'entend, c'est prenant. C'est la course elle-même qui prend plus de 24 heures, mais c'est aussi c'est ça. La préparation avant, c'est la récupération après. Là, le lendemain, on n'est pas... on est démoli. Hein. Exact. C'est terrible. Hein. C'est le fun de voir qu'il y a de la relève, la deuxième génération, après tes performances comme ça et tout, là, de voir que tu as des enfants qui poussent aussi. C'est intéressant, c'est le fun. Ouais, c'est cool. Puis alors, c'est marrant de voir comment moi, comme j'avais jamais couru enfant, je n'avais pas vu les capacités qu'ils ont. C'est vraiment fou par rapport à nous. Alors, ils n'ont pas des capacités à courir 20 heures et ça serait surtout pas bien de leur en faire. Mais par contre, quand on fait des petits chronos sur des petits segments, c'est incroyable, quoi. Ils récupèrent très vite, ils sont hyper rapides, ils ont une caisse d'enfer. Donc, ça fait plaisir. Puis c'est vrai qu'en ski de fond, c'est un sport intéressant, technique. Et là, c'est chouette aussi de les voir progresser. Je suppose que s'ils se classent bien en ski de fond, c'est qu'ils font de la compétition. C'est quoi comment tu compares la fierté d'arriver à Chamonix en 2016 après une victoire aussi éclatante versus là, cette fierté-là de voir tes propres enfants compétitionner? Est-ce que ça se compare comme fierté? Comment tu vis ça? Oui, un peu quand même. Alors, c'est vrai que des fois, j'essaie de pas non j'essaie de me dire, bon, est-ce que je projette? C'est-à-dire que j'ai pas non plus envie de me réaliser à travers eux. En fait, j'ai envie d'être contente pour eux. Mais des fois, la limite, elle est un peu ténue. Mais en tout cas, ça rend fier et content. Et moi, ce que je trouve génial, c'est de me dire, ils ont une chance incroyable, en fait, d'avoir, pour des jeunes, d'avoir un but, de progresser, d'être en petit groupe de copains avec un bon entraîneur et d'avoir des objectifs. Moi, je trouve que c'est génial. Donc, c'est vrai que ça me fait vraiment un immense plaisir. Alors, c'est sûr que je dirais que je les hiérarchiserais même pas. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir mes réussites, mais je pense que leur réussite à eux me fait autant plaisir que mes réussites. Je pense, honnêtement, j'arrive pas à classer l'ordre. Bon, c'est sûr que l'UTMB à Chamonix, c'est vraiment placer la barre très haut là. Mais non, mais tu sais, moi, je vois j'ai pas d'enfants pour ma part, mais tu sais, je vois des amis qui ont des enfants, puis je vois la fierté dans leurs yeux de la première fois qu'ils se lèvent debout, puis qu'ils marchent. Fait que là, je me dis de toi qui es une grande compétitrice, tu sais, qui a accroché plein de sorts, de voir tes petits partir, puis faire des compétitions de ski de fond, ça doit être un trip exceptionnel. Là. Ouais, puis je trouve ça rend joyeux. Même l'autre jour, j'ai regardé, c'était pas du tout mes enfants et c'était même pas des enfants que je connaissais, mais j'ai regardé des vidéos de jeunes qui sont très très forts en escalade et moi je trouve que de voir, ça me réjouit en fait, de voir des enfants qui excellent dans leur pratique. Je sais pas, je trouve ça beau. Alors, des enfants qui excellent pas aussi d'ailleurs, les enfants, on a de toute manière du plaisir à les voir et avoir du plaisir dans leurs activités. Mais c'est vrai que ça rend joyeux. Puis je me dis aussi, j'ai réussi à leur transmettre des bonnes valeurs, le dépassement de soi, l'exigence. Je trouve ça bien. Je pense que c'est important. Ben oui, tout à fait. Là, on parlait de 2016, l'UTMB. Parlons-en pour vrai. Comme je l'ai dit, j'ai regardé cette vidéo-là, puis on voyait à quel point c'était bien campé cette année-là, 2016. Il y avait Rory Bozio qui avait remporté 2 fois l'américaine, l'UTMB, dans des temps pas possibles, dans des top 10 au scratch, des trucs de fou. Ouais, c'est fou. Il y avait Andrea Huser qui, à ce moment-là, était première dans l'Ultra Trail World Tour. Puis je pense que cette année-là, elle et toi, vous échangiez cette position de tête-là. Je pense que vous étiez du même niveau, puis d'une compétition à l'autre, vous performiez vraiment à un niveau comparable. Puis là, il y avait toi qui arrivais d'une victoire Trans-Grande Canaria, Madder Island. Comment tu te sentais sur la ligne de départ pour ton premier UTMB à l'aube, si je ne me trompe pas, de ta plus longue distance à vie? Tu n'avais jamais fait de 100 miles à ce moment-là? Non, en fait, quand j'ai commencé à vraiment gagner beaucoup de courses cette année-là, dont j'en avais fait quand même 2 où j'avais terminé loin, loin devant Andrea, mais après je savais qu'Andrea, par exemple la Trans-Grande Canaria, je crois que j'avais 3 heures d'avance, le Mute 1 heure et demie, je crois. Et bon, je m'entendais très bien avec Andrea, même si on avait du mal à communiquer parce qu'elle parlait pas du tout anglais. Mais je savais qu'elle était très très forte pour les efforts très longs. Mm-hmm. Et en fait, elle avait enchaîné un nombre d'ultras, c'était stratosphérique. En fait, elle faisait des ultras tous les week-ends, mais vraiment tous les week-ends.
Et alors, dès que c'était long, elle était incroyable, quoi. Elle résistait, elle partait doucement, mais elle finissait rapidement. Ouais. Et en descente, c'était une bête, quoi. Elle avait vraiment des jambes incroyables. Et bref, en fait, quand j'ai commencé à avoir pas mal de victoires, il y a tout le monde, dans toutes les interviews, tous les gens qui me parlaient me disaient, ah oui, alors à quand l'UTMB? Et là, c'était même des fois un peu agaçant parce que je me disais, mais c'est fou, quoi. En fait, tant que j'aurais pas gagné l'UTMB, les gens n'auront pas l'impression que j'ai réussi ma saison. Alors, j'ai quand même fait déjà une belle saison, mais il fallait, et donc ça a commencé à me mettre la pression. Et, euh, et à l'UTMB, en fait, je savais aussi que j'étais assez en forme, mais j'avais pas forcément de repères sur une distance aussi longue. Mais j'avais une grande confiance. Et en fait, la confiance, elle a commencé à s'éroder pendant la course parce que, en fait, dans le versant italien, j'ai les jambes qui coinçaient, en fait. Je commençais à Ah ouais. avoir mal aux jambes. Voilà, j'avais pas une grosse résistance physique, je pense. Et Andrea a commencé à me revenir dessus. Et c'est vrai que j'ai compris que ça serait long parce que quand on commence à souffrir avant le Val Ferret, il reste 80 km en fait. Hein, et bon, c'est quand même vraiment long. Et plus ça allait, plus je voyais que je descendais pas vite en fait. Et plus Andrea me revenait dessus. Et quand je suis arrivée à la Foulie, on m'a dit elle est plus que, je sais plus, elle était vraiment plus très loin. Elle devait être 8 minutes derrière. Je me suis dit, mon Dieu, 8 minutes, ça me laisse pas de marge. Alors qu'elle était une demi-heure derrière, je crois, avant, plus tôt dans la course. Et donc, je me suis dit, oh là là, elle me fond dessus. Comment je vais faire pour tenir jusqu'à Chamonix? Et là, ça a commencé à tourner au calvaire. Et après, elle avait plus que 4 minutes, en fait, à la Ah ouais. Foulie. En fait, je suis sortie du ravitaillement, j'étais démolie, j'avais envie de me poser un peu. Et je suis sortie du ravitaillement et là, elle entrait. Et donc là, je me suis dit, waouh, on est encore loin de Chamonix, je crois qu'il reste encore 40 km, mais avec 3 cols. Et je me suis dit, c'est quand même pas gagné. Et là, j'ai eu un moment d'hésitation, en fait. Ça, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie. J'étais quelques centaines de mètres après la Foulie. Là, je me suis retournée et je l'ai vue quelques virages en dessous de moi. En fait, elle n'avait pas dû s'arrêter au ravitaillement ou à peine. Et d'ailleurs, c'est hallucinant. Je crois qu'elle s'est arrêtée que 5 minutes au ravitaillement sur toute la course, ce qui est quand même vraiment très peu. Et je l'ai vue en dessous. Et là, j'ai eu un moment d'hésitation. J'ai dit, bon, en fait, j'avais envie de m'asseoir sur un caillou, quoi. J'avais vraiment envie de m'asseoir. Je me dis, soit je lâche, et puis tant pis, elle gagne, et je m'assieds, soit je serre les dents, et je suis encore devant pour l'instant. Donc, allons-y, faut se battre jusqu'au bout, parce qu'après, je vais le regretter, en fait. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si je me bats pas, je le regretterai. Mais en même temps, c'était un peu dur parce que j'avais le souvenir, pour avoir suivi les années d'avant, que tous les gens à ce niveau-là, la course était faite. Mhm. Henri Boillot, elle avait déjà 2 heures d'avance. En 2015, Nathalie Mauclair, moi, j'avais abandonné. Ouais, j'avais pas encore abandonné à ce moment-là, mais j'allais pas tarder à abandonner. Elle avait au moins une demi-heure d'avance. Et je m'étais dit, c'est pas juste, quoi. Il faut que moi, l'année où je suis en forme, eh bien, j'ai une concurrente qui me talonne. Moi aussi, j'aimerais avoir une heure d'avance. C'est un peu puéril, mais à ce moment-là, j'étais un peu en colère. Et donc, j'ai serré les dents dans toutes les descentes. En fait, les montées, c'était pas vraiment un problème. J'arrivais à tenir le coup et monter, bon, comme on monte à la fin d'un 100 miles, mais monter. Mais c'était les descentes, c'était une torture. Et là, j'ai serré les dents. Et donc, après, je lui ai repris du temps, en fait. J'avais de nouveau 8 minutes d'avance, ou même plus à Valorcine. Et donc, je me suis dit, bon, là, il reste que, je peux, 15 km jusqu'à Chamonix. C'est encore un peu long, mais ça va le faire, ça va aller. Et j'ai serré les dents et il y avait mon mari qui m'attendait, il y avait du monde et tout. Là, je commençais à espérer avoir pour se gagner, mais c'est vrai que c'était vraiment un combat en fait, et tellement un combat que à l'arrivée, j'avais du mal à réaliser en fait. Ça avait été vraiment très dur. Mais en Je même temps, pense c'est qu'elle a ça. terminé 9 minutes derrière toi au final. Je crois sept en C'est fait, ouais. extrêmement rapide. On parle d'une Ouais, course de 170 km. ouais, 7 c'est minutes fou. sur un Bah, marathon, c'est énorme. 7 minutes sur ouais, 170 km, ouais, c'est ça. c'est un claquement de doigts, là. Ouais, on était quasiment à égalité. Et c'est vrai que c'est ça qui a rendu la victoire plus belle. Ce qui m'avait par contre frappé, c'est
quand elle est arrivée, en fait, et ça, j'ai trouvé ça très beau, en fait. Elle n'avait pas du tout de dépit, parce qu'on pourrait imaginer d'être un peu dépitée, en fait. Mais elle était vraiment une joie sincère, et je trouvais beau, et je me suis dit, voilà, elle a la classe, quoi. C'est vraiment, je dois avouer que si ça avait été l'inverse, j'aurais aussi été contente, mais j'aurais eu du dépit, et Mhm. elle était juste contente, quoi. C'était incroyable. Et d'ailleurs, l'année suivante, c'était assez fou parce qu'en fait, c'est Nouria Picasse qui avait gagné et elle aurait pu largement la doubler. Et il paraît qu'elle l'a laissé gagner. Et pour moi, c'était incompréhensible, en fait. Ah Je me ouais. suis dit, ouais, ouais, il paraît qu'elle a vraiment. Elle est arrivée 1 minute derrière et il paraît qu'elle avait largement de quoi la laisser gagner, mais elle a dit non, ça va comme ça. Et j'ai trouvé, quoi, Andrea, elle était comme ça, en fait. Je crois que c'était. Elle aimait enchaîner les ultras. Bon, elle aimait bien être devant, mais c'était pas la victoire à tout prix. Elle avait vraiment la classe, ouais. Comme tu dis, tu sais, vous êtes croisés à plusieurs courses cette saison-là et tout. Ouais, Vous avez eu à vous côtoyer autant sur le parcours ouais. que je suppose dans les événements autour. Est-ce que tu avais tissé des liens avec elle avec le temps? Oui, oui. Bah, elle, notamment, juste avant les championnats du monde, là, elle m'avait sauvé la mise. Il me manquait un certain nombre de matériel et elle m'avait juste, mais 1 demi-heure avant le départ, et elle m'avait, à 5 heures du matin, là, elle m'avait aidée. Non, vraiment, elle était cool, et toujours rigolote, sympa. Pour ça, elle est décédée, là, et Mais c'est c'est vrai que ça. moi, je trouve, j'y pense souvent. Ben, j'y ai pensé encore l'autre jour. Je me suis dit, ah, moi, quand j'étais en train de courir, je me suis dit, ah, moi, je suis sur montagne en train de profiter de la vie, puis elle est plus là. C'est vrai que ça m'a fait de la peine parce que c'est vraiment quelqu'un qui profitait, qui était toujours positive et d'une modestie hallucinante. Mais D'ailleurs, surtout j'ai vu avec que les l'histoire que réactions, tu racontes, les anecdotes que toi tu ouais, racontes, ouais, puis je suppose qu'au nombre de courses qu'elle a fait, les gens ont beaucoup ouais, d'anecdotes ouais, sur elle, ouais, mais je me rappelle que exactement. quand la nouvelle était tombée qu'elle était décédée, il y avait eu une vague de Ouais, témoignages exceptionnels sur toute l'humanité de cette femme-là, au-delà de ouais, l'athlète hallucinante qu'elle était. C'était surtout tous les gens, personne ne parlait de ses palmarès, ses podiums, les gens parlaient ouais, à quel point tous ceux qui l'avaient côtoyée étaient ouais. en amour avec cette femme-là. Ouais, puis c'est vrai qu'elle devait connaître beaucoup de monde parce que comme elle faisait des ultras tous les week-ends, c'est sûr qu'elle avait eu le temps de nouer des liens avec plein de monde. Puis c'est vrai elle était très. Ce qui la limitait, je pense, c'est le fait qu'elle parle pas l'anglais, mais elle était très souriante, très joviale. On se sentait à l'aise avec elle. Et ce qui est drôle, je trouve, c'est bon, après je connais pas toute sa vie, mais moi, ce qui me fascinait aussi, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle venait d'une famille paysanne en Suisse, très très conservatrice. Avec des frères et sœurs qui étaient tous mariés en famille depuis longtemps. Et elle, c'était un peu l'électron libre. Et je me suis demandé, et en fait, elle avait fait une carrière en VTT, je crois, à très haut Ouais. niveau. Et je me suis dit, mais c'est assez fou, en fait, de voir comment elle est sortie d'un milieu aussi conservateur. Ils allaient à l'église tous les dimanches, etc. Et finalement, elle est devenue une championne incroyable. Ouais. Mm. Puis quand on tourne le coin et qu'on arrive dans Chamonix, parle-moi un peu de ton expérience. J'ai parlé à Oh quelques mon Dieu! personnes qui ont fait cette course-là, mais personne qui a traversé Chamonix en première place. Comment Ah tu as ouais, c'était vécu ce fou. moment-là, 5 ans, 6 ans plus Ah, tard? C'est quoi tes franchement, souvenirs? à part la naissance de mes enfants, je crois que c'est les moments les plus beaux de ma vie. C'est assez incroyable parce que, en fait, moi, j'avais gagné la CCC en 2013. J'avais déjà un bon souvenir, mais à la CCC, il y avait du monde juste sur la place du Triangle de l'Amitié. Voilà, il y avait pas mal de monde, mais vraiment sur la fin, toute fin du parcours. Et là, en fait, je suis rentrée dans Chamonix, donc on arrive par une route en goudron qui descend. Et il y avait un gars, il y avait quelques personnes, mais une dizaine de personnes comme ça qui étaient là. Il y avait notamment un gars en VTT qui m'a dit, ah, c'est bon, t'as gagné, bravo. Et je lui ai dit, ah, j'ai l'impression qu'elle est juste derrière. Je parlais d'Andrea et il m'a dit, attends, je vais aller voir. Il est remonté avec son VTT, il est revenu un petit peu après, il m'a dit, ah, c'est bon, j'ai vu personne, t'as gagné. Et là, c'était déjà une joie, mais intense, quoi. C'était assez fou, quoi. Vraiment, c'était la première fois que je relâchais la pression depuis, bah, justement, depuis le Val Ferret italien, en fait, où j'avais commencé à la sentir sur mes talons. Et tout d'un coup, en arrivant le long des quais, là, il y avait déjà du monde. Et alors, à peine en franchissant un pont qui est encore loin du départ, de l'arrivée, parce qu'après, on franchit plusieurs rues. Et il y avait une haie compacte de gens qui me tapaient dans la main, qui souriaient.
Ah, c'était incroyable. Je m'y attendais pas, en fait. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Parce que j'avais vu des images de l'arrivée, mais justement, à l'arrivée, on filme que l'arrivée. Ben oui. Et en fait, là, sur, je sais pas combien, peut-être 500 mètres, il y avait du monde compact et c'était incroyable. Et là, je me suis dit, ouais, il faut profiter, ouais. C'est, euh, c'est merveilleux, en fait. Et aussi, il y avait aussi le fait, à l'arrivée, de enfin pouvoir s'arrêter, quoi. Et ça, c'était quand même une joie. Et donc, après, c'était super. Il y avait Ludovic Pomeray qui m'avait attendu. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que moi, j'avais pas eu de renseignements sur la course homme. Et OK. donc, je savais pas du tout que Ludo avait gagné, en fait. Et c'est là, en le voyant à l'arrivée, que j'ai compris. Et j'ai trouvé ça fou, ouais, tellement fou. Parce Ludovic, c'est vraiment quelqu'un, il a à peu près le même âge que moi. Et il a aussi des enfants, il travaille à plein temps. Et puis surtout, et c'est quelqu'un d'incroyable, hein, il a énormément d'humour, il est très drôle, il est très gentil. Quoi, vraiment, c'est quelqu'un de remarquable. Et alors de voir qu'il avait gagné, quoi, ça m'a vraiment fait plaisir. Qu'on était de la même équipe. Et donc ça, c'était un grand, grand moment. Par contre, Ouais. après, ben, c'est fou d'ailleurs les limites du corps parce que quand on arrive, quoi, j'étais hyper contente et après je me suis assise à un moment et après j'arrivais plus à me relever. Ah oui. Mais plus du tout. Ouais. J'avais les jambes bloquées en position pliée en fait et on a dû me porter pour m'amener au contrôle antidopage. Ben, mon mari m'a portée parce que j'arrivais plus. Et même il y avait un journaliste qui essayait de me poser des questions, qui essayait de m'interviewer. Plus c'était en anglais, mais même ça aurait été en français, ça aurait été pareil. Euh, et j'étais pas capable de l'écouter, en fait, de me concentrer sur les questions, de formuler une phrase cohérente. J'étais trop, trop fatiguée, en fait. Je pense que c'est Et comprenable après des ouais, vingtaines d'heures ah ouais, d'effort, là. Je veux dire, c'est ouais, énorme. c'était Puis je fou. suppose que ça joue aussi, comme tu dis, quand il reste une quarantaine de kilomètres puis tu as une heure d'avance, c'est pas gagné, mais mentalement, il doit y avoir un stress de moins. Tu Ah ouais, disais de Rory Bozio qui arrivait là avec 2 heures d'avance. Toi, tu es passé là avec quelques minutes sur ah ouais, Andrea. Ça doit jouer aussi sur oui, ah ouais. physiquement, mais mentalement, d'avoir tout le temps être en train de regarder derrière, Ah, hein. c'est horrible. Ah bah, je me rappelle notamment à Valorcine, moi j'avais toujours prévu, parce qu'en fait à Valorcine, il y avait mon mari qui m'attendait, il y avait des copains, et puis il y avait évidemment Clément qui me faisait l'assistance, quoi. Il y avait un petit peu de monde. Et j'avais toujours prévu, je m'étais dit, ben voilà, quand j'arriverai à Valorcine, je prendrai le temps, je me ravitaillerai paisiblement. Je me voyais sur mon petit siège à me reposer avant l'ascension finale. Et là, je suis arrivée à Valorcine, j'ai attrapé les flasques et je suis repartie direct, quoi. Je me suis même pas accordé le droit de me reposer, hein. Et, euh, et là, c'était dur. Là, je me suis dit, non, mais c'est inhumain, quoi. Je peux même pas, pour 24 heures, j'ai même pas le droit de m'asseoir 5 minutes. C'est pas possible, quoi. Et, euh, et là, je me rappelle qu'il y avait un gars qui nous suivait, je sais plus si c'était à pied ou à vélo. Et puis d'ailleurs, il était sympa, il m'encourageait et tout, mais au bout d'un moment, j'avais dû lui dire d'arrêter parce que j'avais peur de me faire avoir une pénalité parce qu'à un moment, on n'a pas le droit d'avoir un pacer ou un Mhm. suiveur. Donc j'avais dû lui dire de me laisser toute seule. Mais en fait, moi, j'avais envie de compagnie, quoi. J'aurais eu envie de faire ce dernier parcours avec du monde, mais à ce moment-là, je me suis dit non, faut pas que, voilà, je dois faire ça seule. Mais c'est vrai que c'était vraiment extrême, quoi. Et quand je suis arrivée en haut, c'est un peu technique, hein, et en fait, on arrive à la tête au vent et là, il y a une soi-disant, quoi, un espèce de morceau de plat descendant qui va à la flégère. Mais il y a plein de cailloux. Mais normalement, j'adore ce terrain. Mais là, j'étais même plus capable de courir. Je faisais de la marche, en fait. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est pas, à ce rythme-là, on voit Chamonix en bas. Et on se dit, Mais c'est mon encore Dieu, loin. on aimerait tellement y être, quoi. Et là, en fait, je me préparais psychologiquement. Je me disais, en descente, il va falloir ignorer la douleur et me défoncer les jambes pour y aller. Et c'est vraiment, quand on a aussi mal aux jambes et qu'on essaie de courir, c'est une torture, en fait. Ah non, c'est clair. C'est le corps qui t'envoie tous les signaux possibles, inimaginables Ah d'arrêter. Puis il faut avoir la ouais, force ouais. mentale de continuer. C'est quoi, selon toi, tes forces, justement? Tu sais, on parle oui, physiquement, mais tu sais, dans ces situations-là où le corps ne coopère plus, est-ce que tu penses que ça te démarque des autres ou c'est quoi tes forces à Ouais, toi moi, je comme pense que coureuse?
Je pense que c'est... En fait, quand je faisais du kayak, j'étais déjà connue pour ma volonté. J'avais des conditions d'entraînement pourries. J'avais rien pour moi, mais j'avais la volonté. Et je pense, ouais, je suis une personnalité comme ça. J'ai une volonté énorme. Alors, des fois, ça a pu me perdre aussi. Je pense que des fois, c'est ça qui mène au surentraînement. C'est de vouloir trop, trop bien, et peut-être pas s'accorder du repos, pas être indulgent avec soi-même. C'est pas génial non plus, hein. Mais dans les ultras, c'est à la volonté, c'est-à-dire serrer les dents, ne pas trop s'écouter. Bah là, il fallait pas que je m'écoute. C'est clair que si je m'étais écoutée, je serais restée sur mon caillou à la folie, hein. Mais c'est vrai que ouais, il faut vraiment. Là, c'était uniquement le but, quoi. C'était dire je veux gagner et je veux pas m'arrêter avant d'avoir gagné. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que les gens qui me disaient fais-toi plaisir, mais déjà avant le départ, je savais aussi. Enfin, le plaisir, il est rétrospectif. C'est sûr que quand j'y pense maintenant, ouais, je me dis c'était génial. J'écoutais ma musique dans la nuit. J'étais en tête, on m'acclamait, etc. C'est des petites joies rétrospectives. Mais en fait, sur le moment, c'est quand même dur, hein. Quoi, je pense que ceux qui s'éclatent tout le long d'un ultra, bah, ils sont vraiment très forts parce que sinon, c'est vraiment beaucoup de souffrance. Ouais, C'est de savoir, je pense, vivre avec la souffrance. ouais, C'est pas de trouver ouais, les moyens pour la diminuer ou l'enlever, la souffrance. Je pense que c'est d'apprendre à vivre ouais, avec, à surfer sur cette souffrance-là, puis de voir comment on ouais, peut continuer d'avancer malgré tous les signaux qui disent ouais, d'arrêter, hein. ouais, c'est ça, hein. Mais je pense que c'est pour ça que les trails courts, c'est vraiment pour les très bons coureurs, les coureurs rapides, etc. Et l'ultra, c'est plus, bah, il faut sûrement, c'est mieux d'être bon coureur aussi, mais en plus, il faut avoir cette résistance à la souffrance. Et Ça ça, joue c'est dans ce la que, tête. mais bon, moi encore, je dirais que je suis pas un cas extrême. Les gens qui font des choses beaucoup plus longues comme le tort des géants, etc. Pour moi, c'est des surhommes parce que là, c'est encore vraiment autre chose. Après, il y a le manque de sommeil. Moi, je sais pas si je serais capable enfin, moi, ma volonté, elle a quand même des limites, hein. Je Hmm. serais pas si je serais capable de faire des efforts qui durent 3, 4, 5 jours. Ça me paraît vraiment encore une autre dimension, là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête pour le futur moyen-long terme, ces longues distances-là, ces 200 miles-là? Je sais pas, parce qu'après, c'est aussi une logistique incroyable. Mhm. Il faut trouver quelqu'un qui est prêt à faire l'assistance pour plusieurs jours. Ouais, dans l'absolu, oui. Mais ce qui me fait peur, c'est un peu le côté logistique. En fait, moi, c'est un peu malheureux, mais j'ai pas forcément le temps non plus, ni les moyens d'organiser des grosses opérations de ce genre, à me dire, bah voilà, un tour des géants, je pense que ça se prépare des mois à l'avance, aller faire des reconnaissances, avoir une équipe dans un minivan qui prépare les repas, etc. Et moi, je pense que j'ai pas ce type de moyens à ma disposition, en fait. Puis, tu parlais de 2021, le retour sur les courses et tout ça. Qu'est-ce que tu as en tête pour les prochaines années? De t'éclater positivement, d'avoir du plaisir? Est-ce que tu as envie de pousser, voir où sont tes limites, puis comment ces limites-là Ouais, se comparent à l'élite actuelle? ouais, alors c'est sûr que j'aimerais bien, mais là, je vois, il y a quand même des gens très forts, hein. Là, j'ai vu, il y avait une course aux États-Unis, la Canyon Ouais. 100. Et j'ai vu que les filles qui ont été devant, elles allaient vraiment très, très vite. Alors bon, et je pense pas être capable de rivaliser avec ça. Pour l'instant, en fait, je me prends pas trop la tête. Je vais déjà faire une ou deux courses, un ou deux ultras, voir comment ça va. Et puis, bah, pour les années suivantes, on verra. Mais en tout cas, ce que je me suis rendu compte, c'est que le vrai plaisir aussi, je l'ai à m'entraîner, à faire du sport, à être dehors, à chercher aussi mes limites pour moi-même. Et je pense que même si, par exemple, cette année, c'est pas concluant et que je me dis, bon, tant pis, je vais pas forcément continuer en compétition, je continuerai à avoir cette discipline de m'entraîner et de faire du sport et d'essayer de me faire des petits challenges pour moi-même. Ça, c'est sûr que je pense que ça fera toujours partie de ma vie. Prendre du plaisir à l'entraînement, Ouais, ouais, ouais. sans la pression des dossards ou Ouais, des tout à fait, médias, ouais, parce ouais, que, ouais. comme tu le disais, je suppose que là, dès que tu vas te commettre
à une course cette année, peu importe avec l'ambition que tu as, peu importe dans quel contexte, c'est sûr que les médias doivent se tourner et faire Oh, Caroline a s'inscrit, on va essayer de lui parler. Tu sais. Alors que je pense que juste de pouvoir prendre du plaisir à l'entraînement. Ouais, c'est cool. Ouais, moi, je trouve que j'aime bien courir, faire du vélo. Et donc, en fait, je vais en faire des courses, puis on verra. Mais c'est peut-être pas si important que ça, en fait. Ben, c'est bien. Je pense que c'est une belle façon de voir les choses. Au nombre d'heures qu'on passe à l'entraînement versus le nombre d'heures qu'on passe en compétition, c'est ça. Faut prendre du plaisir dans l'entraînement. Ouais. Ben, et c'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui ont vécu, même des gens qui ont des grandes ambitions en course. Mais je pense avec ces 2 années de Covid, là, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont aperçus qu'ils s'éclataient à s'entraîner, en fait. Mais je pense que l'année 2020 avec la COVID nous a permis de se recentrer sur c'est quoi qu'on aime faire parce que une fois que les courses sont tombées, une fois que les lignes de départ et d'arrivée sont plus là, qu'est-ce qui nous fait plaisir au quotidien? C'est de sortir s'entraîner, c'est de se faire, comme tu dis, des petits challenges individuels. On a vu, en tout cas, je sais qu'ici au Québec, on a vu autant les niveaux élites que les niveaux amateurs, les gens qui ont, comme moi, qui prennent plaisir à juste se repousser ses limites puis de faire OK, bon, ben, il y a tel centre de ski, je pourrais essayer de le monter tant de fois, ou il y a telle distance entre un point A et un point B, essayons de le faire le plus rapidement possible. Puis les gens ont pris plaisir, puis on a vu des trucs vraiment créatifs se faire, on a vu des défis que les gens se sont lancés vraiment originaux puis vraiment trippants à regarder. Ouais, c'est chouette. Ouais, cool. Moi, pour terminer, Caroline, j'ai toujours mes questions éclairs NAC. Donc, c'est mon partenaire NAC qui présente cette catégorie de questions. Donc, je t'explique, c'est 10 questions ultra rapides. Donc, 2 éléments, il faut répondre le plus rapidement possible. Et il y a des fastest known time, des FKT. Donc, le plus rapide, la femme la plus rapide, c'est Marianne Hogan depuis bientôt une dizaine d'épisodes qui est là en 21 secondes. Donc, c'est très rapide pour 10 questions. Oula, donc, je sors mon chronomètre. Pas capable, je crois. Non, mais tu sais, c'est pour le plaisir, mais en même temps, je sens que tu as une fibre compétitive. Fait qu'on va voir comment ça se passe. C'est un effort qui est très court. Hein? On compare à un ultra. Donc, il faut répondre le plus vite possible avec un seul mot, alors. Exactement. Tu vas voir. Tu me dis quand tu es prête, je pars le chrono. Allez, je suis prête. Route ou trail? Trail. Kayak ou alpinisme? Alpinisme. Roche ou racine? Roche. Île Canaries ou Madère? Madère. Avec ou sans bâton? Avec. Questionnaire protéines de grillon ou vegan? Vegan. Géographie ou histoire? Histoire. Sentier roulant ou technique? Technique. France ou Suisse? Suisse. Hard rock ou UTMB? UTMB. 25 secondes. C'est pas le temps le plus rapide, mais c'est dans les très, très, très bons temps. À chaque mois, je m'amuse à faire Excusez-moi pour la hard rock, parce que j'aime bien la hard rock aussi. Hein. Ben non, mais je suppose que tu aimes aussi beaucoup la France, mais c'est le défi de poser des questions. Mon objectif, c'est de vous mettre un peu dans l'embarras et de voir c'est quoi les 2 éléments les plus difficiles à répondre. Fait que là, géographie, tu me disais que tu étais prof de géographie ou histoire. Je t'allais les rajouter tantôt. Oh, j'aime bien les 2, ouais. Je comprends. Ben, Caroline, merci beaucoup de ton temps. C'était vraiment, comme je l'ai dit en ouverture, un bonheur et un honneur de te recevoir à Pas sorti du bois. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Ben, merci. Donc, à bientôt. Ben oui, à bientôt. Écoute, nous, on a des très beaux ultras au Québec. Je le sais que tu parlais de traverser l'Atlantique, venir aux États-Unis, ça avait été plus difficile. Mais quand tes enfants seront plus grands, vous viendrez en famille au Québec, vous allez voir, on a de la belle nature, des belles compétitions, des beaux ultras très profonds dans la forêt québécoise. Ça me plairait bien, ça. Vraiment trippant. Donc, tu seras la bienvenue. Puis écoute, tu me feras signe, puis on fera un enregistrement en vrai si tu viens au Québec. Ah ouais, avec plaisir. Super. Fait que moi, comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie mon ami Fred Desroches qui signe le thème musical. Je te remercie, toi, Caroline, de ton temps. Merci. un vrai plaisir de jaser avec toi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.